Merci Madame la Présidente et chers collègues. Je vais un petit peu compléter ce qui a été dit et rappeler, mais brièvement, puisqu'on a voté le confiance au rapporteur, moi y compris. Alors, les principales objections qu'Ecolo et Groen, et je parle ici aussi pour ma collègue Pirains, c'est bien sûr la question du timing. J'avais posé une question sur la transposition de cette directive de 2006 dès octobre 2009 pour savoir où ça en était, et c'est maintenant, en juillet 2013, qu'on vient avec un texte à la va-vite et qu'on essaye de nous faire voter ça rapidement sans avoir le débat parlementaire, avec des auditions, avec l'audition de la commission de la vie privée qui s'impose lorsqu'il s'agit, comme ici, de remettre partiellement en cause un droit fondamental qui est celui de la vie privée. Au niveau du timing, c'est aussi un timing malheureux puisque nous sommes en plein scandale PRISM et j'y reviendrai plus tard avec les parallèles qu'on peut faire ici. Enfin, le timing est mauvais puisqu'on nous propose un projet de loi de quelques articles et surtout une vingtaine de pages d'arrêtés royaux qui en fait sont la substance de la transposition, et ça c'est malheureux puisqu'on sait que la question de la vie privée doit être réglée, et c'est la Constitution et l'article 22 qui le dit, essentiellement par une loi et par le législateur, c'est-à-dire nous. Le deuxième point que j'aimerais avancer, c'est la question de la transposition qui va beaucoup plus loin que ce que la directive nous impose aujourd'hui de voter. Elle va beaucoup plus loin au niveau du contenu. Alors évidemment, la loi n'impose pas aux opérateurs téléphoniques ou GSM ou Internet de conserver le contenu. Malgré tout, et c'est le sens d'un amendement que je redépose ici en séance, il est prévu une exception. Une exception, alors bien sûr, le secrétaire d'État nous a rassurés en disant mais non, mais non, mais non, mais quand même, il y a une possibilité à un moment de pouvoir, par une autre directive et donc par une autre loi, à un moment conserver durablement ces données, non seulement les données de trafic, mais aussi le contenu, et ça, il faut que nous, législateurs, balisions très clairement l'application de cette directive pour permettre que seules les données de trafic et non pas le contenu soient conservées durant un an. Nous avons aussi des difficultés par rapport à la durée. Alors, la directive nous impose 6 mois, le législateur ici et le ministre proposent 12 mois. Alors, nous avons une longue discussion sur le fait que la Computer Crime Unit estime qu'il faut pouvoir avoir 12 mois de conservation de données parce que 12 mois leur permettent de résoudre plus de crimes et plus de problèmes qu'ils doivent régler. J'ai des données qui viennent, et j'ai pu les rechercher entre nos discussions de ce matin et aujourd'hui, les données qui proviennent des opérateurs eux-mêmes qui déjà, c'est vrai dans l'illégalité, transmettent une série de données. Et donc Belgacom, Telenet et Mobistar, pour la fin 2009, ont remis ces données. 69,3% des demandes concernent des délits qui auraient été commis entre 0 et 3 mois, 22,7% concernent des délits qui auraient été commis entre 3 et 6 mois, et 4,1% pour des délits de 6 à 9 mois. Donc plus de 90% des cas, en tout cas selon les opérateurs qui aujourd'hui travaillent déjà avec la police, concernent des délits entre 0 et 6 mois. Donc on peut parfaitement, et c'est une question ici de proportionnalité, obtenir cette garantie de pouvoir contrer des délits et aller repêcher et retrouver les personnes qui commettent ces délits en conservant ces données de 6 mois. La question aussi pose à niveau du nombre de personnes qui ont accès à ces données. Et c'est le sens aussi d'un amendement que je redépose. Il est évidemment ici les questions que la police, que la justice, que la sûreté de l'État et que le médiateur en matière de télécom puisse avoir accès, l'ombudsman, voilà, c'est ça, puisse avoir accès à ces données. Nous proposons que ce soit les directions de ces institutions qui puissent avoir accès selon une procédure administrative stricte pour essayer de vérifier que ce sont bel et bien des données qui ne soient pas envoyées à tout va, y compris à des personnes qui ont un niveau inférieur. En tout cas, que la responsabilité de la demande de la donnée incombe au chef de ces services et non pas à de simples fonctionnaires. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le scandale PRISM, et j'y reviendrai, il y a une commission d'enquête qui est en train, au Congrès américain, d'analyser les causes du scandale PRISM. Savez-vous que, alors que 22 personnes seulement étaient au courant et utilisaient le logiciel PRISM, les données de PRISM se sont retrouvées à la une des journaux du monde entier. Du monde entier. Et ici, on ne sait pas qui va avoir accès à ces données, donc imaginez le potentiel de fuite et donc de mise en difficulté d'un droit fondamental pour quantité de nos citoyens, puisque tous les citoyens utilisent leur téléphone, utilisent leur ordinateur et Internet. Troisième point,
on assiste ici à un changement de paradigme. Au début, il y avait des indices, des débuts de preuves, et la police, la justice, étaient amenés à essayer de confirmer ou d'infirmer ces débuts de preuves ou ces indices et de pouvoir confronter la personne qui se voit soupçonnée d'un crime ou d'un délit et de pouvoir la conforter, donc de pouvoir mener les enquêtes qu'il faut. C'est exactement ce que permettent les méthodes particulières de recherche et entre autres de la Sûreté de l'État ou de la police fédérale. Ici, on fonctionne à l'inverse. On collecte l'entièreté des données et on essaie de faire fonctionner des algorithmes, des logiciels pour essayer de déterminer la probabilité. C'est complètement différent puisque ici, on considère qu'a priori, tout le monde pourrait être coupable et que dès lors, il faut collecter les données de tout le monde. Alors que nous avons déjà une législation qui nous permet de dire que si on a un indice, on met quelqu'un sur écoute et c'est évident qu'il faut pouvoir mettre cette personne sur écoute dans des balises extrêmement strictes à partir du moment où un procureur ou le juge d'instruction le demande. Il est ici question, et c'est la directive qui le dit, de pouvoir poursuivre des infractions graves. Nous avons introduit un amendement pour bien spécifier quel type d'infraction devait être poursuivi. Je vais terminer en citant une collègue démocrate au Congrès américain, Mme Zoé Lockfren, qui dit « La NSA, dans le cas de PRISM, collectait des métadonnées, numéros appelés, durée d'appel, exactement ce dont on discute ici, de millions d'Américains. Alors, la loi américaine qui prévoyait en 78, après le scandale du Watergate, la possibilité de mettre sur écoute et de collecter les données, prévoyait la surveillance des communications, dit-elle, que lorsqu'il y a une suspicion contre une personne susceptible de se livrer à des activités terroristes ou à des crimes. Alors, elle poursuit en disant, en collectant des données comme s'il s'agissait d'une botte de foin gigantesque dans laquelle il y a une aiguille, la NSA va trop loin. Et la seule, dit-elle, la seule justification des services de renseignement pour détenir ces millions de données est qu'elles peuvent être utiles. Je terminerai en montrant le paradoxe de cette loi, puisque on l'a abordé, ça n'a pas été dit dans le rapport, mais on l'a abordé. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont payer leur propre surveillance, puisqu'il est évident que l'entretien et la nécessité d'avoir des serveurs pour collecter ces données pour 12 mois va coûter aux opérateurs et ils répercuteront ce prix sur la facture du client. Donc ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont payer pour leur propre surveillance. Imaginez le paradoxe, la majorité votera en conséquence. Merci, Monsieur Links. Sénateur Courtois.